Docteur Kodjo, bonjour. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, cher ami. Je suis Jacques Richard Kodjo. Je suis juriste de formation et je me revendique membre du parti Union progressiste Le Renouveau et dont je suis d'ailleurs membre du bureau politique. Vous venez de dire que vous revendiquez votre appartenance au plus grand parti politique de notre pays. Que cherchez-vous désespérément chez le bloc républicain pour le courir après? Mais non, nous ne courons pas après le bloc républicain. Je voudrais dire que le bloc républicain et nous-mêmes, nous soutenons l'action du gouvernement. Nous faisons partie de cette constellation de partis politiques qui soutient l'action du président Patrice Talon en ce moment. Donc, c'est de tout intérêt que nous puissions collaborer pour pouvoir trouver les meilleures stratégies au fin de conquérir l'électorat, au fin de partager ce que ce gouvernement fait de bien. Donc, nous ne courons pas après le bloc républicain. Le bloc républicain et nous sommes dans la même dynamique. Le bloc républicain, nous soutenons l'action du gouvernement. Et le bloc républicain et nous avons des accords de gouvernance dans plusieurs communes de notre pays. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Nous avons des accords de gouvernance pour gérer à la base plusieurs communes et essayer de trouver les solutions aux difficultés que nous avons à la base. Je pourrais vous donner des exemples de 4, 5 communes, 6 communes dans lesquelles cet accord est plutôt vivace et qui permet de régler les problèmes et de permettre aux populations à la base de jouir de tout ce que le gouvernement met en place au fin d'un mieux-être de nos populations, au fin de mieux-être de toutes les couches défavorisées de notre société. Et vous savez, depuis la réforme de l'administration décentralisée, vous avez vu qu'il y a une certaine stabilité désormais dans les conseils communaux et vous avez vu également que les secrétaires exécutifs sont suivis à la loupe comme le lait sur le feu pour que l'objectif, c'est que nos populations à la base puissent bénéficier des retombées de cette gouvernance qui nous garde depuis 2016 maintenant et qui nous a prouvé que on pouvait nous faire des choses correctes et qui nous a prouvé que on pouvait avoir droit, nous aussi, à une vie épanouie, à une vie correcte au Bénin. Alors, docteur Jacques Richard Kodjo, à 8 mois des élections générales, aucune animation de la vie politique, aucun candidat pour remplacer Patrice Talon, rien du tout. Que se passe-t-il concrètement? Et est-ce que c'est normal tout cela? Oui, je comprends, hein. Je comprends que nous soyons traumatisés par les expériences passées. Vous savez, nous avons eu souvent une démocratie très bouillante au Bénin. Nous avons eu une démocratie très animée, hein. Parfois une démocratie qui dépassait un peu les bornes. Il y avait un peu trop de ce que l'autre a appelé un peu trop de pagaille dans notre démocratie. Et donc, nous sommes habitués à ces mouvements à la veille des élections, à cette fièvre, l'administration publique qui cesse de fonctionner, il y a des mouvements dans les rues, il y a la création des mouvements de soutien, et on voit plein de mouvements de soutien et tout le reste. Et c'est vrai que c'est des moments de fête qui nous manquent, mais la réforme du système partisan veut que nous puissions laisser celui qui est au pouvoir dérouler son programme d'action afin que nous puissions avoir un gain maximum. Alors, vous pensez plutôt que les partis politiques sont dans la léthargie? C'est pas vrai du tout. Enfin, je vous parle de ce que je connais. Vous savez que nous, à l'Union progressiste Le Renouveau, nous avons installé toutes nos structures de base et nous travaillons aujourd'hui à faire la formation de toutes nos structures de base. Évidemment, vous savez, notre découpage politique répond
suit le découpage des circonscriptions électorales. Donc, nous avons 24 circonscriptions électorales dans lesquelles nous travaillons. Au niveau département, nous avons alors plutôt, nous, à l'Union progressiste de renouveau, nous avons plutôt 13 départements politiques. Nous nous occupons de 13 départements politiques parce que à l'intérieur, nous devons faire des subdivisions pour assurer le maillage du territoire et un maillage efficace du territoire national. Alors, quand nous quittons le niveau département, nous tombons au niveau des communes. En principe, au niveau des communes, nous avons des sections. Mais il faut dire que nous, à l'Union progressiste Le Renouveau, nous avons plutôt 108 sessions. Bon, d'aucuns s'attendraient à ce que nous ayons 77 sections, puisque la session, c'est le niveau communal. Mais nous avons des communes à statut particulier et dont il faut s'occuper et dont le maillage est un peu plus complexe. Et d'ailleurs, vous savez que dans l'histoire de la décentralisation ou de la déconcentration dans notre pays, on avait plusieurs communes, par exemple à Cotonou. On avait la commune urbaine 1, commune urbaine 6, commune urbaine 8 et 5 à Cotonou. C'est vous dire qu'il y a des communes à statut particulier et dans lesquelles nous avons assuré des découpages internes. Donc, nous avons au total 108 sessions que nous encadrons. Et ensuite, nous avons 546 sous-sessions. 546 sous-sessions. Et enfin, nous avons 5370 cellules de base. Les cellules de base correspondent aux villages et aux quartiers de ville. Alors, quand je vous décris cette architecture, vous comprenez très bien que nous sommes au travail. Nous sommes au travail pour former les militants. Nous sommes au travail pour que, au niveau de chaque cellule, lorsque, par exemple, nous avons recensé 1000 militants dans une cellule, dans un village ou dans un quartier de ville, nous demandons à ces militants-là de travailler à ce que, avant les élections, nous puissions passer à 2000. Voilà le travail de fond que nous sommes en train de faire dans nos communes, dans nos contrées, dans nos villages, dans nos quartiers de ville. Et ça, nous le faisons sans tambour ni trompette, hein, avec la manière qu'il faut, en respectant les règles de la République, en respectant les lois qui interdisent les rassemblements de foule et tout le reste. Nous suivons toutes ces règles-là et nous nous adaptons pour faire le travail afin d'aller chercher le dernier Béninois là où il se trouve pour nous assurer la continuité de ce bel élan qui a commencé depuis 2016 et que nous devons au président Patrice Talon. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Et je voudrais finir sur cette question en vous disant que nous, ce n'est pas le candidat à l'élection présidentielle qui nous intéresse tant, mais nous avons des élections avant, nous nous battons pour être majoritaires dans tous les conseils communaux du Bénin, nous nous battons pour avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous demandons aux Béninois et nous demandons aux Béninois de nous aider à le réussir pour que ce pays continue à rester dans le calme, dans la paix et que nous puissions enfin associer développement et démocratie. Que nous ne soyons pas là seulement à faire de la démocratie ouïa, démocratie qui ne nous a rien apporté et qui ne sert à rien. Aujourd'hui, nous avons posé les bases d'une démocratie qui assure le développement. Que chaque Béninois puisse nous aider à poursuivre l'œuvre entamée. Docteur Kodjo, l'actualité nationale est marquée par le dossier Richard Boni-Wourou. Que vous inspire une telle situation? Alors, je pense que c'est avec beaucoup de peine que j'ai découvert l'histoire de ce compatriote, pour lequel moi j'avais beaucoup d'attirance et beaucoup de sympathie. Et pour ne rien vous cacher, j'ai déjà dit à des amis que ce compatriote, nous devrions travailler à le voir de notre côté. Mais malheureusement, voilà ce qui est arrivé. Et c'est un sentiment de tristesse et de peine. Alors,
Une analyse, évidemment, c'est un dossier judiciaire et par principe, je ne commente pas les dossiers judiciaires. Mais je voudrais juste faire une analyse sociologique de cette situation qui est pour moi très malheureuse. Et l'analyse sociologique et sociétale que je vais faire de cette situation, c'est que nous sommes dans une situation de résistance aux réformes, hein, les mesures de bonne gouvernance et toutes les barrières qui ont été mises aujourd'hui dans notre pays pour faire disparaître la corruption. Je sens une certaine résistance à ça. Et le dossier que vous évoquez nous montre bien qu'il y a une grosse résistance face à la lutte contre la corruption. Et c'est d'ailleurs pour ça que je comprends bien l'idée du chef de l'État qui travaille plutôt à la prévention, de la lutte contre la corruption. Je pense que ça va être plus efficace. C'est vrai que la prévention doit descendre dans nos écoles, dans nos lycées et collèges, pour que nos apprenants, pour que nos enfants apprennent à résister face à la corruption. Je pense que c'est ça le gros problème que ce dossier me pose et que des agents publics dans le contexte actuel se rendent coupables ou sont supposés coupables puisque le procès n'est pas terminé jusqu'à ce qu'ils soient déclarés coupables par le juge. Ils sont tous présumés innocents. Cela n'empêchera pas le trouble quand même qui est jeté dans cette situation. Et je pense que, de mon point de vue, ces compatriotes qui se retrouvent dans ce cas, qu'ils soient jugés avec avec la rigueur que nous connaissons, pour qu'ils puissent donner des leçons à tous ceux qui voudraient passer entre les mailles du filet. Et c'est une situation déplorable. Je souhaite que cela puisse servir de leçon à tous les autres qui courent derrière. Je signale par exemple qu'il y a des partis politiques qui existaient et qui aujourd'hui n'existent pas pour non-participation à 2 élections législatives consécutives. Et donc, ces partis politiques, pour survivre, seront bien obligés de reprendre tout le processus de récépissé, de récépissé provisoire, récépissé définitif. Je pense qu'il ne leur prendra pas l'envie d'utiliser les mêmes chemins que notre compatriote Richard Ouourou, pour qui j'ai la plus grande compassion, et pour les autres collègues aussi, hein, les collègues du ministère de l'Intérieur, c'est des collègues que je connais, que j'ai côtoyés, avec qui j'ai travaillé, et d'ailleurs je suis un peu sous le choc. Je demande que tout ça se passe très bien, et pour moi très bien, c'est que le droit soit dit et que le droit soit dit dans la rigueur du droit. Alors, docteur Kodjo, nous assistons à un activisme de la part de Maître Adrien Ombedi depuis quelque temps. Son rapprochement avec le président Boni Yayi vous inquiète-t-il, vous qui êtes un membre actif du parti Union progressiste Le Renouveau? Non, pas du tout, pas du tout. Le rapprochement entre le président Adrien Rongwegi et le président Yayi Boni ne m'inquiète pas du tout. Et puis, je pense que ça n'inquiète personne. Ce sont deux personnalités, 2 grandes personnalités de notre nation qui ont eu des responsabilités au plus haut niveau. Le président Boni Yayi, président de la République, le président Adrien Rongwegi, président de l'Assemblée nationale, 2e personnalité de l'État. Moi, je pense que quand ces sommités se réunissent, on devrait pouvoir se réjouir, on devrait pouvoir en être fier, parce que au moins on sent là que notre pays a des personnes à qui l'on peut prétendre qu'ils sont des personnes sages. Et donc, parce que normalement, hein, dans l'inconscient de notre société, la sagesse vient avec l'âge et les personnes âgées devraient être des personnes sages. Donc, si le président Yaïboni et le président Ngweji se rapprochent, c'est certainement pour préserver la paix. C'est certainement pour faire en sorte que les acquis démocratiques
continue d'être sauvegardé. C'est certainement pour faire en sorte que le développement qui est en cours dans notre pays puisse toucher tous les horizons. Maintenant, je ferai preuve de myopie en disant que quand même, dans les attitudes du président Yayi Boni, dans les attitudes récentes du président Adrien Rumbedji, on ne sente pas vraiment ce côté positif et on pourrait craindre que ce soit des préparatifs pour des bras de fer. Dans tous les cas, et pour ce que j'en sais, quel que soit ce qui peut être en train de se tramer, je pense que ce pays n'arrêtera pas son avancée. N'oubliez pas, hein, on nous a dit que ce passé honteux est complètement derrière nous. Et donc, ceux qui sont supposés être acteurs de ce passé honteux veulent peut-être le faire ramener, mais bon, ça ne nous inquiète pas, la vie va continuer. Oui, restons sur Maître Adrien Rumbedji. Quelle analyse faites-vous, Dr Kodjo, de sa ligne actuelle au sein de l'Union progressiste Le Renouveau? Pensez-vous que les SPRD se préparent à quitter le parti? Alors que les SPRD se préparent à quitter l'Union progressiste Le Renouveau, j'ai bien envie de vous dire que ça fait leurs affaires. Parce que la vérité, je pense que les SPRD s'agitent et font du bruit pour très peu de choses. Ils font du bruit, c'est une tempête dans un verre d'eau en réalité. C'est une tempête dans un verre d'eau. La vérité, c'est que le PRD en tant qu'entité n'existe plus. Pire encore, le PRD en tant que parti politique n'existe plus dans notre pays. Et donc, si les SPRD ont une question, un problème d'identité, j'ai bien envie de dire que, franchement, ils sont pas raisonnables du tout. Parce que, à cette fusion, lorsque nous avons fait cette fusion en 2002, figurez-vous que l'Union progressiste de l'époque avait des membres dans la 19e circonscription et dans toutes les autres circonscriptions de notre électoral de notre pays. Et donc, à partir de la fusion, nous avons dû écarter des camarades de l'Est-Union progressiste pour faire la place aux camarades de l'SPRD, pour qu'ils puissent être dans les instances dirigeantes du parti, pour qu'ils puissent être candidats aux élections, et ils ont été élus. Nous leur avons fait de la place au gouvernement, et il y a des gens, les SUP, qui sont frustrés, et qui sont même plus frustrés que les SPRD. Je pense que les SPRD, franchement, ils sont pas les seuls. L'Union progressiste, le renouveau, est une fusion d'une centaine d'anciens partis politiques. Une centaine d'anciens partis politiques, chaque parti politique avec son fief, avec ce qu'il faut et tout le reste, que eux, ils pensent qu'ils sont mal à l'aise, qu'ils pensent qu'ils ne sont pas... J'ai envie de leur demander, mais ils s'attendaient à quoi en venant dans un grand groupe comme celui-ci? En venant dans un grand groupe, vous taisez votre orgueil, vous taisez votre amour propre pour construire un groupe. Nous sommes en train de construire un groupe. Nous avons les S-Union fait la nation parmi nous. Nous avons les S alternatives citoyennes parmi nous. Nous avons les S UDF parmi nous. Nous avons les S, et puis je pourrais vous en citer jusqu'à une centaine. Mais pourquoi les autres ne font pas ce tapage-là? Ben parce que bon, chacun accepte de construire. Et il faut bien. Nul chemin de fleurs ne mène à la gloire, dit-on. J'ai oublié l'auteur qui a dit ça. Mais chacun accepte de perdre quelque chose pour que nous puissions avancer. Je pense que les SPRD... Alors, des gens disent que les SPRD sont en train de nous faire du chantage. C'est pas du tout du chantage. Parce qu'ils n'ont plus du tout aucune base. En fait, c'est quelques anciens membres du PRD qui ne se retrouvent, de l'ancien PRD qui ne se retrouvent pas, qui font pas du chantage politique. Moi, je pense que les SPRD font plutôt de la masturbation politique. C'est de la masturbation politique. Ils sont là, ils sont en train de faire du nombrilisme. Ils pensent. Alors,
Le PRD, lui, à lui seul, est allé 2 fois aux élections et n'a jamais rien rapporté, n'a pas pu soulever un seul siège. Qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire aujourd'hui, alors que parmi eux, ils n'ont plus une base unie. Parmi eux, il y a des gens qui sont complètement acquis à la cause de l'Union progressiste, le renouveau, qui participent, qui n'entendent plus retourner à cette affaire et qui est concentrée seulement à Porto Novo. Non, pas du tout. Il y en a qui ne veulent plus de ça. Il y en a qui sont très bien dans le grand groupe que nous faisons. Donc, c'est pas du chantage politique. Ils se masturbent eux-mêmes politiquement. Ils regardent leur nombril. Ils pensent qu'ils sont les plus beaux. Ils n'ont rien à vendre aux démocrates ou à l'opposition s'ils se réunissent. Parce que c'est la partie congrue qui va se réunir. Alors, on m'annonce que ils veulent faire un grand rassemblement à Porto Novo de 3000 jeunes et tout. Moi, je pense que simplement, ce sont des rassemblements attentatoires à la cohésion et à la paix sociale. Et celui qui sauvegarde la paix et la cohésion sociale, ils les auront devant lui parce que rassembler 3000 jeunes sous la bannière du PRD, un parti qui n'existe plus, c'est vraiment du désordre qu'ils veulent organiser. De toute façon, nous sommes dans un pays où tout est respecté désormais et je compte sur mon administration pour les régler, pour les mettre au pas, pour qu'ils sachent que on n'est pas là à leur solde. Ils n'ont qu'à se mettre dans les rangs, ils n'ont qu'à suivre les lois de la République pour construire ce pays que nous sommes tous en train de construire sous l'éclairage très inspirant du président Patrice Talon. Et dans sa dernière sortie, Candide Azanahi a largement indexé un membre influent de votre parti et même le président de votre parti. Et depuis, rien. Silence assourdissant du côté de l'Union progressiste, le renouveau. Même pas un communiqué. Pourquoi, Dr Kodjo? Ben simplement parce que, comme on le dit pour les terroristes, c'est une guerre asymétrique. Alors, comment voulez-vous qu'une institution comme un parti politique, l'Union progressiste, le renouveau, réponde à un individu? Fit-il le président Candide Azanahi, puisque le président Candide Azanahi fait ses sorties intuitives personnées. Il ne fait pas ses sorties en tant que président de parti politique. Donc, nous, en tant que structure bien organisée, nous ne répondons pas à un individu. Mais bon, revenons sur le président Candide Azanahi. C'est quand même un curieux personnage, hein. Il faut dire que le président Candide Azanahi doit avoir un problème. Et il faut que nous identifions ce problème et que nous l'aidions vraiment à en sortir. Alors, moi, dans une autre vie, j'étais journaliste. C'est à l'époque que j'ai connu le président Candide Azanahi, député à l'Assemblée nationale, mais un député plutôt sage, parce que c'était le toutou de Mémé Rosine Vieira Soglo. Il était sous le couvert de Mémé, il était là, tout sage, incapable d'ouvrir la bouche, voilà. Et nous, il nous laissait une très belle impression. Et ça fait que même quand il organisait parfois des conférences de presse, je suis allé à 2 fois à ces conférences de presse qu'il organisait à Sainte-Rita, derrière la mairie de Sainte-Rita. Il avait un petit siège là. Comme il a une très grande mémoire et qu'il archive bien ces choses, il n'a qu'à regarder parmi les journalistes qui ont émargé et qui ont pris des PDM à l'époque, il verra bien mon nom. Donc, c'est quelqu'un que je connais un peu. À l'époque, je ne suis pas très proche. Je connais sa fille qui a été sa secrétaire particulière lorsqu'il a été nommé ministre de la Défense. Il a nommé sa fille comme secrétaire particulière. Ensuite, à l'université, en tant qu'enseignant, j'ai gardé en travaux dirigés son fils à la faculté de droit. Je crois que ça remonte à 1 an ou 2 que j'ai eu son fils en travaux dirigés. Donc, c'est dire que je connais un peu l'environnement du président Azanahi, pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs, parce qu'il fait preuve d'une grande culture générale. Mais j'ai comme l'impression qu'il a un problème et que sa philosophie politique commence à prendre de l'eau. Alors, voilà quelqu'un qui connaît tout. Et qui connaît tout sur tout le monde.
Voilà quelqu'un qui sait là où le papa et la maman de chacun se sont rencontrés pour mettre quelqu'un au monde. Voilà quelqu'un qui connaît le président Talon. C'est lui qui était dans les dîners les plus secrets avec le président Patrice Talon. C'est lui qui était dans les dîners, c'est lui qui connaît. Alors, rappelez-vous le voyou de Jonké que Yahi Boni lui a adressé. Il dit non, que lui, c'est là où le père et la mère de Yahi Boni se sont rencontrés pour que Yahi Boni vienne au monde. Comment un personnage, lui, il connaît tout sur tout le monde et il dit tout, et lui, pire, des échanges qu'il a eus en privé, il vient les mettre sur la place publique. Non, je pense que le président Azanaï a un problème. Et il faut qu'on diagnostique. Et quand vous dites que nous n'avons pas eu de réaction au niveau de notre parti politique, moi, je pense que personne ne réagirait. Mais vous savez qu'il attaque tout le monde. Il dit que le président Patrice Talon n'a rien fait. Et le chic qui a été construit, lui, il savait que c'était un projet qui existait. Qu'est-ce qu'on fait encore? Les routes qu'on est en train de construire? Non, lui, il avait déjà vu l'agenda, les projets, ça existait avant. Patrice Talon n'a rien fait. Et lui, Azanaï, il connaît tout. Mais voilà le type qui n'a jamais rien dirigé dans ce pays. Hein. Il n'a jamais rien dirigé. Mais il est là, il bavarde et c'est lui qui connaît tout. Non, non. Non, je pense que quand il le dit lui-même, il dit parfois qu'il est enseignant. Moi aussi, je suis enseignant. Et je pense qu'il n'est pas du tout un modèle pour les apprenants. Parce qu'il va dans tous les sens. Il sort les choses qu'on ne doit pas sortir. Bon, moi, je pense que quand on commence à avoir un certain âge, il y a une certaine sagesse qu'il faut avoir. Et le président Azanaï n'est pas du tout en train d'avoir cette sagesse-là. Et c'est dommage, c'est dommage. Il n'est pas un modèle. Et alors, ces enfants que je connais, ça me fait mal de dire ça de leur papa. Mais franchement, je me dis, c'est pas intéressant. Vous savez, dans notre langue, on dit l'enfant qui rentre au milieu de la foule pour danser régulièrement, c'est le nom de son père qui commence à sortir. Je pense que le président Azanaï a un problème. Je pense qu'il doit avoir même une fille médecin. Je vais demander peut-être à sa fille de mieux s'occuper de son père parce que je pense qu'il a un problème. Un homme responsable n'est pas là à raconter les choses avec les traits tirés, avec un visage émacié et vous sentez que le monsieur, il a... Non, je pense que non. Alors, évidemment, quand vous allez diffuser cette vidéo, lui et ses affidés vont se jeter sur moi à bras raccourcis. Pas de problème, ils n'ont qu'à y aller. Mais je voudrais humblement lui demander de bien vouloir épargner ma famille. Parce que très vite, il se met à insulter la famille de tout le monde. C'est lui qui connaît la famille à Guémont. C'est lui qui est machin et tout. Franchement, moi, c'est la famille Kodjo. La famille Kodjo ne lui a rien dit. C'est moi, Jacques Kodjo, qui lui ai parlé. Et lui et ses affidés, ils n'ont qu'à se jeter sur moi. Je saurai gérer. Ils n'ont qu'à laisser ma famille en dehors de ça parce que je suis issu d'une famille très respectable et il y a des personnes très sages dans ma famille qui sont plus âgées que lui et qui ne se comportent pas comme lui se comporte. Qu'il laisse ma famille en dehors de ça, qu'il m'attaque, qu'il me réponde et moi je saurai comment m'engager avec eux. Mais pour moi, le président Candide Azanaï a un problème et il faut que nous tous, nous l'aidions à régler son problème. C'est un Béninois. Nous n'allons pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Nous allons nous occuper de lui pour qu'il aille mieux et pour qu'il participe de façon constructive à l'édification de son pays. Mais quand vous regardez ses sorties, il est négatif sur tout le bord. Et c'est le monsieur négatif. Il était avec des gens, il les laisse, il est là, et puis il est tout le temps là, hargneux. Non. Pour moi, ce n'est pas un modèle, ce n'est pas... je pense que les autorités qui l'attaquent ont bien raison de l'ignorer complètement. Il ne mérite pas qu'on lui réponde. On va changer de registre cette fois-ci, Dr Kodjo. Que savez-vous de l'audit du fichier électoral normalement en cours? Nous avons eu vent de quelques dissensions au sein du comité de supervision relative au recrutement du personnel d'appui. Quelle impression vous laisse cette image que nous donnent nos aînés? À nos aînés, vous avez dit? Nos aînés, oui, ce sont nos aînés. Et j'assume. Parce que le droit d'aînesse est un droit acquis.
Ce n'est pas un droit qu'on achète. Donc, nos aînés, oui. J'espère qu'ils réussiront à faire l'audit de la liste électorale avant la date butoir, parce que l'audit doit se faire avant une date donnée, la date à laquelle l'ANIP va transmettre la liste à la Sénat. Donc, j'espère qu'ils le feront. Je pense que ça doit être courant septembre ou octobre. J'espère qu'ils réussiront à le faire avec ce spectacle déshonorant que nous donnent nos aînés, comme vous le dites. C'est un spectacle déshonorant. C'est un spectacle abject. Alors, quand on leur confie la gestion de 160 millions et ils sont là à se crêper les chions, à se bouffer le nez, autour de quoi? 159, 160 millions de nos francs. Non, c'est dommage. C'est dommage. Parce que, alors, moi, je pense que, normalement, si ceux qui les ont désignés pour coordonner cette affaire-là ne sont peut-être pas de mèche avec eux, on devrait les virer tous. Il faut les virer. Ils sont des incapables. Il faut les enlever de là. Pour recruter juste une secrétaire, pour recruter quoi? Une PRMP? On est là à se bouffer le nez. À cet âge-là, évidemment. Mais le plus choquant dans cette histoire, mais c'est que ça tourne autour de Jean-Baptiste Elias. Jean-Baptiste Elias qui veut nous donner des leçons de gouvernance, qui estime que quand on ne fait pas la lutte contre la corruption comme lui veut, personne ne lutte contre la corruption. Soit dit en passant, nous avons reçu un rapport dernièrement où le Bénin a été surclassé en termes de lutte contre la corruption. Nous avons reçu la commission au Bénin pendant 3 ou 4 jours et les gens ont travaillé, ils ont vu ce que nous sommes en train de faire et nous sommes en train de le faire sans Jean-Baptiste Elias. Mais il est là tout le temps à pérorer, à dire que sans lui, rien de bon ne se fait. Mais voilà ce monsieur qui nous vend la bonne gouvernance, mais qui est là à créer une situation de banalité autour de 160 millions qu'on lui dit de jeu. Moi, franchement, c'est décevant. C'est décevant parce que ces aînés-là, pour moi, franchement, c'est pas normal. Alors, Jean-Baptiste Elias, puisque c'est de lui qu'il s'agit, qui nous dit qu'il est le monsieur propre. Je vous fais remarquer qu'il n'a jamais rien géré dans ce pays. Rien du tout. Il n'a jamais rien géré. Et puis, c'est la première fois qu'on lui donne 160 millions à gérer. Et puis, ça y est, c'est le tollé. C'est dans la rue. Ils sont en train de se crier dessus, de se manger le nez. Est-ce que c'est normal, ça? Alors, il n'a jamais rien géré, c'est vrai. Il a géré quoi? Le FONAC. Le FONAC. Et même là, encore, il ne nous donne pas un exemple de bonne gouvernance. Pas du tout. Pas du tout. Parce que moi, je sais pas, ça fait 30 ans ou ça fait 25 ans, 30 ans ou 35 ans que j'entends Jean-Baptiste Elias diriger le FONAC. Chez eux, on ne peut pas changer les gens qui dirigent. Chez eux, on fait pas élection. Ou bien c'est le FONAC, c'est un truc familial chez lui. Alors, ces affidés me diront que non, pendant 10 ans, Jean-Baptiste Elias était vice-président du FONAC. Il y avait un autre qui était président. Et je pense qu'il est décédé déjà, le vieux, paix à son âme. Donc, il y a un autre qui était président et c'est Jean-Baptiste Elias qui était vice-président et porte-parole du FONAC. Et après, lui-même, il a été élu et il a fini ses 2 mandats. Et il a fini ses 2 mandats depuis 2 ans ou 3 ans et on est en attente de renouvellement du bureau. Celui qui donne exemple de bonne gouvernance fait ça. Alors, pendant qu'il était vice-président du FONAC, c'est pas lui seul qu'on voyait. Pourquoi, lorsqu'il devient président du FONAC, pendant 10 ans, il ne prend pas une autre personne comme porte-parole du FONAC? Et lui-même, il continue à rester porte-parole du FONAC. Donc, vice-président, porte-parole du FONAC, président, porte-parole du FONAC, et maintenant, il finit son mandat, au lieu de changer, de faire des élections, pour passer à autre chose, pour passer la main. Il est encore là depuis 2 ans ou 3 ans, il s'installe, et vous me dites que ces gens-là donnent un exemple de bonne gouvernance. Non, pas du tout. Moi, je pense que le président Talon a très bien fait d'avoir écarté ces individus-là pour que nous puissions voir clair dans la lutte contre la corruption. Et la lutte contre la corruption est en marche. Mais ceux-là, il faut les virer, il faut les sortir de là. Ils ne sont plus dignes de diriger
l'audit du fichier électoral. Ils ne sont plus dignes de le faire. Il faut les enlever de là parce que ils nous ont donné un très mauvais exemple, un exemple dégoûtant. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Il faut virer tous ces gens-là pour que nous voyons clair, pour que nous avancions, parce que ce pays est en train d'avancer. Ce pays est sur une nouvelle pente. Je vous remercie. Alors, docteur Jacques Richard Kodjo, on va changer de registre. Vous savez que depuis des années, les acteurs politiques appellent à un dialogue politique, à une conférence nationale. Le président Patrice Talon semble rester sourd à leur appel, mais on le voit s'investir dans la réconciliation des chrétiens célestes. Le chef de l'État ne pratique-t-il pas une politique de deux poids, deux mesures, selon vous, docteur Jacques Richard Kodjo? Mais non, pas du tout. Alors, si nous devons garder quelque chose du président Patrice Talon, c'est que c'est un homme de conviction et qui reste droit dans ses bottes. Et ça, je pense que Patrice Talon devrait être enseigné dans nos écoles pour que nos jeunes s'inspirent sur la sagacité d'un individu, la capacité d'un individu à être cohérent, à être cohérent. Et je pense que c'est un homme qui est cohérent et c'est ça qui fait qu'il est flamboyant. Alors, je pense que les gens mélangent trop les choses. La situation politique qui a prévalu dans notre pays et qui nous a conduit à la conférence nationale, ce n'est pas la même situation que nous sommes en train de vivre en ce moment dans notre pays. Ensuite, les problèmes au niveau des religions. Alors, c'est pas la première fois, c'est pas les célestes qui sont les premiers que le président Patrice Talon a réconciliés. Et qu'il vous souvienne que je pense que c'était dans le premier mois de sa prestation de serment en 2016 qu'il a procédé à la réconciliation des protestants dans notre pays et la réunification est en cours dans notre pays depuis. Ils font désormais des congrès ensemble, ils font désormais des réunions ensemble et c'est très beau. Alors, voilà un homme qui se soucie de la cohésion au sein de sa communauté. Je vais vous faire peut-être une confidence. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens célestes qui ne savaient pas que leur église était divisée? Ah, ça, beaucoup de gens ne savent pas. Il y a des chrétiens célestes qui ne savaient pas que l'église du christianisme céleste était divisée. Ils ne savaient pas. Eux pratiquaient leur religion simplement et de la manière la plus honnête. Mais simplement parce que ces divisions se sont retrouvées beaucoup plus au niveau des dirigeants et il fallait les réunir. Et les réunir, c'est quoi? N'oubliez pas le slogan du président Patrice Talon, le Bénin révélé. Il faut révéler le Bénin. Et l'un des secteurs par lesquels il faut révéler le Bénin, c'est le secteur du tourisme. Et aujourd'hui, le tourisme religieux peut nous faire une captation énorme de ressources. Et les chrétiens célestes participent du tourisme religieux dans notre pays. À Noël, sur la plage de Sémé, c'est quand même quelque chose. Des gens viennent de toutes les parties du monde pour participer à ce pèlerinage. Alors, si ce pèlerinage devient une affaire de clan et que en Côte d'Ivoire, lui, il organise son pèlerinage au Gabon, lui, il organise au Nigeria, il organise, alors que le fondateur, Bilewu Oshofa, est béninois et a indiqué que ça va se faire à la plage de Sémé, il faut bien que les gens reviennent à la source. Ça nous permettra de développer le tourisme religieux. Ça nous permettra également d'avoir des gens qui prient pour notre pays, pour la paix dans notre pays et pour la paix dans le monde entier. C'est très important, c'est fondamental. Faut pas comparer deux choses qu'on ne peut pas comparer. Aujourd'hui, nous n'avons aucun problème sur le plan politique. Sur le plan politique, on a juste des règles. On a juste une réforme qui est en cours et il y a des gens qui refusent de se mettre en règle pour suivre ces réformes-là. Et même ces gens-là qui refusent, c'est pas des gens sérieux. Qu'ils vous souviennent qu'en 2019, ces mêmes gens ont dit qu'ils n'allaient pas se conformer à la loi et donc ont refusé d'aller aux élections. C'est les mêmes qui, en 2021 et en 2023, se sont conformés aux règles et ont décidé d'aller aux élections. Pour moi, c'est même pas des gens à suivre parce qu'il y a beaucoup de
de dichotomie et d'anachronisme dans ses pensées et dans ses évolutions-là. J'invite la jeunesse béninoise à regarder droit, à avoir comme boussole le président Patrice Talon et à avoir comme cercle de réflexion un parti politique comme l'Union progressiste Le Renouveau, où nous avons des formations régulières, où nous nous permettons, nous, de nous avancer et d'obtenir et d'avancer avec une démocratie qui favorise le développement. Docteur Jacques-Richard Kodjo, à vous écouter, on se rend compte que pour vous, tout est parfait au Bénin. Tout va bien, tout le monde va bien, tout est très bien. Bref, ça ne peut pas aller mieux, quoi. Alors, je vais peut-être vous décevoir. Et oui, tout n'est pas parfait. Hein, tout n'est pas parfait, tout n'est pas. Et d'ailleurs, il ne peut en être autrement parce que seul Dieu est parfait. Et c'est Dieu seul qui fait les choses parfaites. Nous sommes des hommes. Le président Patrice Talon a beau être mon idole, il est un homme. Et tout n'est pas parfait. D'ailleurs, lui-même, lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, il revient dessus. Il crée des agences, on les referme parce qu'on s'est trompé, on crée d'autres agences plus pertinentes. Moi, je pense que tout n'est pas parfait. Mais il ne me revient pas, moi, de venir dire sur la place publique ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. Non, nous avons un cercle. Et c'est dans notre cercle que nous parlons. C'est dans notre cercle que quand les choses ne vont pas, nous nous entendons pour le dire. C'est d'ailleurs pour ça que la situation des SPRD nous irrite au plus grand point. Parce qu'ici, ils ont un problème. Il faut qu'ils viennent en parler dans le cercle qu'il faut pour qu'on puisse les aider. Mais c'est parce que je pense qu'eux-mêmes, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas faire le poids dans le groupe où ils sont. C'est pour ça qu'ils veulent repartir. Donc, tout n'est pas parfait. Hein, on n'est pas au pays des bisounours au Bénin, tout n'est pas parfait, on n'est pas... Non. Mais il ne me revient pas, moi, de venir sur la place publique et de vous répondre à vous, un journaliste, en décrivant les choses qui ne vont pas. Non. Alors, docteur Jacques-Richard Kodjo, dites-nous, si tout n'est pas parfait, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce qui ne va pas bien? Ou bien vous voulez aussi faire la langue de bois comme les politiciens traditionnels? Sinon, vous pouvez nous montrer qu'on peut faire la politique autrement, qu'on ne doit pas, comme des moutons de Panurge, dire que tout va bien dans son camp. Ça dit qu'un pays, c'est assez grand. Dites-nous, donnez-nous un exemple de ce qui ne va pas et qu'on peut améliorer. Donnez-nous la preuve qu'on peut être sincère en politique, docteur Kodjo. Ah là, franchement, vous insistez là. Vous insistez vraiment. Alors, si vous voulez, alors ok, oui, on va s'essayer. Je vais essayer Je n'avais pas réfléchi vraiment à la question, mais si vous voulez, je pense que l'un des gros problèmes que nous avons aujourd'hui dans notre système, c'est les agents de l'État. C'est les agents de l'État. Les agents de l'État constituent quand même un gros problème pour notre système. Alors, je vais dire, les agents de l'État essentiellement sur deux volets, hein, la lutte contre la corruption et la digitalisation de plusieurs services. La digitalisation a arraché aux agents de l'État plusieurs niches de corruption et autres. Et je signale hein, au passage que moi-même, je suis agent de l'État. Donc, je sais exactement de quoi je parle. Et donc, les agents de l'État font une mauvaise publicité à ce qui est en train de se passer en ce moment. Hein, nous faisons une mauvaise publicité à toute la dynamique que le président Talon met en place. Parce que on nous a empêché d'avoir des ressources à côté, parce qu'on nous a empêché de bouffer et tout le reste, alors nous donnons un écho très désagréable de ce qui se fait. Vous allez me dire, en suivant votre pensée, de donner quelques exemples concrets. Je vais donner des exemples concrets. Alors, je vous rappelle, par exemple, l'incident de Nati Tengu, où pour non-port de casque, des policiers se sont jetés sur un individu. Et il y a l'un d'entre eux qui criait, achève-le, brise-lui les côtes. Des policiers qui disent ça. Et on se jette
sur un citoyen béninois. Mais attendez, c'est sidérant le truc. Des policiers en uniforme, c'est-à-dire qu'ils portent l'uniforme de toute la nation et eux, ils se jettent sur un individu qui essayait même de fuir. C'est sidérant. Alors, quand nous allons prendre les parents de ce monsieur de Nati Tengu, ce monsieur retiendra que c'est sous Patrice Talon qu'il a été molesté de la sorte par la police républicaine. Mais est-ce que c'est Patrice Talon qui a demandé à ces agents-là de se comporter comme ça? Non. Non. Et puis la police, je sais pas, chacun de vous ou chacun de nous peut citer les déboires avec la police. Les agents de police, ils font excès de zèle et ils font tout ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un État fort. Le président Patrice Talon a redonné les lettres de noblesse à l'État. Nous avons un État qui est respecté aujourd'hui. Et nous avons un État qui respecte ses engagements. C'est fondamental. Mais les agents de l'État en profitent pour faire des exactions, pour dérailler. Je vous dis par exemple que les agents de la police, pour le contrôle sur la route, parfois, ils font des contrôles, mais on a mis à leur disposition une plateforme. Et ça, il y a beaucoup de Béninois qui ne savent pas. Ceux qui m'écoutent, je vais leur demander d'aller checker sur cette plateforme. Parce que les policiers, mais ils vous mettent des contraventions sur la plateforme en désordre, selon leur humeur. Et on n'a pas la possibilité de contester. Moi, je voudrais demander, dans ces réformes-là, qu'on puisse donner la possibilité aux policiers ou qu'on oblige le policier à justifier la contravention qu'il laisse sur le dos d'un individu sur une plateforme. Et c'est à l'occasion d'un contrôle que vous découvrez que vous avez 4, vous avez 10, vous avez même 20 contraventions qui vous attendent parce que des policiers ont chargé le site. Ça, par exemple, c'est des abus, puisque le citoyen n'a pas la possibilité de corriger. Ça, c'est des abus. C'est des abus qui découragent la population. Je prends par exemple l'exemple, par exemple, des eaux et forêts. Des eaux et forêts. Alors, quelle est l'image que nous, de loin, nous avons des eaux et forêts? C'est l'image des gens qui restent au bord de la route, qui arrêtent les camions de charbon et les camions de bois de chauffe. Alors, cette image qui aujourd'hui est renforcée parce que dernièrement, ils ont pris un arrêté pour dire que le sac de charbon ne doit pas dépasser telle taille, de tel nombre de kilos et que eux, ils vont se mettre sur la route pour regarder. Je n'ai pas étudié la question de fond en comble. Mais moi, je me dis, le contrôle sur la route, pourquoi c'est forcément des forestiers qui le font? Parfois, ça donne lieu à des abus, Je me dis, on peut laisser ça à la police. Et les forestiers n'ont qu'à retourner dans la forêt pour protéger les espèces là-bas. Parce que si on ne veut pas couper les bois dans la forêt, on ne veut pas les charger pour les bois de chauffe sur les routes, on ne va pas les transformer en charbon. Il faut, bref, le citoyen a l'impression qu'il est pressurisé par l'administration. Et ça, c'est les agents de l'État. Le douanier qui a tué un homme qui fuyait à ses mains craquées et qui tire parce que il avait quelques bidons d'essence. Alors, c'est du zèle. C'est pas Patrice Talon qui lui a demandé de faire ça. Alors, vous voyez que récemment, il y a des douaniers qui étaient à la criette et dès qu'ils ont eu leur condamnation, ils ont détalé, ils ont fui la salle. Mais c'est des abus. Ce n'est pas Patrice Talon qui a demandé cela. Et quand le citoyen ressent cela, il peut penser que c'est le président Patrice Talon. Ah, en plus, il y a un domaine, les impôts. Les impôts. Ah oui, les agents des impôts, ça, franchement, on n'en dit plus rien. Hein. Moi, je vous donne le cas, par exemple, que moi-même je vis. Ben, nous habitons des logements qui ont été vendus par l'État. Le titre foncier appartient encore à l'État. Le titre foncier n'a pas encore été morcelé. Celui qui détient le titre foncier aujourd'hui, c'est encore l'État. Le titre foncier n'a pas été morcelé, mais le service des impôts d'Abo Mekalavi, le CIP 3, décide de nous assujettir
à la taxe foncière unique. Or, le code des impôts dit que c'est le propriétaire qui paye la taxe foncière unique. Nous, on n'est pas encore propriétaire. Et on nous dit de payer la taxe foncière unique. On saisit le DG douane, on saisit le directeur départemental, ils nous répondent avec des arguments divergents. Non, quand vous payez, c'est une présomption de titre, c'est ceci ou cela. Alors même quand on est détenteur d'une présomption de titre, on n'est pas assujetti à payer la taxe foncière unique parce qu'on n'a pas encore le titre. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est les agents des impôts qui font du zèle. Et ce zèle-là peut être ressenti comme par le citoyen, comme si on était en train de le pressuriser. Dans notre cas, c'est la CIP 3 à Baume-et-Calavi, un certain Ouinsa, qui serait receveur là, qui fait du zèle, et qui adresse même des avis à tiers détenteurs à nos banques sur nos salaires, et qui va saisir la taxe foncière unique sur nos salaires, alors que nous ne sommes pas encore propriétaires. Il y a un seul titre foncier. Et ce monsieur estime qu'il doit délivrer plusieurs taxes foncières uniques à près de 300 personnes sur un titre foncier unique. Ça me pose un problème. Alors, ensuite, il va loin, il fait avis à tiers détenteurs et ils sont forts, ils sont puissants. C'est mal ressenti par la population. Il faut du zèle. Il est accompagné dans ça par son directeur départemental, Monsieur Fadi, que je connais très bien. Fadi, d'ailleurs, c'est un homme obstiné. Donc, pour moi, c'est des gens qui font du zèle. C'est les agents de l'État qui font du zèle. Et si vous voulez savoir, c'est peut-être ça qui nuit aujourd'hui à l'image de ce que le président Talon fait. Et le président Talon fait des choses formidables. Mais les agents de l'État, un État qui est devenu fort, les agents de l'État font du zèle, les agents de l'État exagèrent sur les populations et les populations se sentent pressurisées, les populations se sentent envahies et ça peut laisser une mauvaise impression aux populations que on pourra améliorer et je pense que ça pourra nous permettre d'avancer. Je vous remercie.